Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Ça va? Salut Franck, ça va bien et toi? Bah écoute, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler méthodologie Odoo, d'implémentation. On va expliquer un petit peu comment on peut faire pour dérouler un projet Odoo. Moi, j'ai une idée que je travaille depuis des années pour faire en sorte que les projets arrivent à l'heure et dans le budget, ce qui n'est pas toujours quelque chose d'évident dans les projets informatiques. On va se parler sans filtre, comme d'habitude. On va dire les choses, hein, parfois des choses qui peuvent fâcher ou des choses que les clients ou les utilisateurs ne veulent pas savoir. Voilà. Mais il y a certaines choses qu'il est important de comprendre et d'accepter. Avant de démarrer, donc sur l'épisode précédent, On avait fait l'Odoo Studio. et donc tu voulais rajouter quelque chose. Tout à fait, parce que ça m'a fait penser à un truc. Sur le coup, j'étais pas dedans, mais en y repensant, tu vois, ça m'a fait penser à des clients que j'ai qui, il y a maintenant un bon bout de temps, utilisaient Lotus Notes, Domino, pour faire des applications spécifiques. Et en fait, ces clients-là, maintenant, ils sont sous Odoo. Alors évidemment pas pour remplacer l'intégralité de Lotus Notes, mais pour tous leurs besoins d'applications spécifiques, en fait, c'est du Odoo qu'ils utilisent aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, tu vois, le studio étant un des éléments qui peut leur permettre de customiser des petits trucs et en tout cas, qui leur sert de marchepied, parce que tu sais, hein, je l'ai expliqué, moi, c'est plutôt du pur dev. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'était un cas d'usage qui m'est venu. C'était vraiment cette histoire de les applis Access, les applis Lotus Notes, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres types d'applis comme ça en entreprise. Et en fait, le cas d'usage, c'est ce fameux framework hyper facile à utiliser et qui te permet d'uniformiser tes développements et d'avoir une équipe de dev qui n'a pas 50 technos différentes pour faire de l'application métier, quoi. D'accord, oui, bon, c'est vrai que ça me fait penser à certains clients qui, en effet, pouvaient utiliser du Access. Oui, j'en ai croisé. Bon, Lotus Note, quand même, ça date hein, maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais il y a encore des S400 qui tournent et qui marchent très bien à certains endroits. Donc, il doit y avoir du Lotus quelque part qui survit, hein, c'est possible. Alors, concernant la méthode, déjà, je pense que quand on ne sait pas ce que c'est qu'un projet ERP, on peut se demander même par quel bout il faut prendre ce projet. L'erreur principale, à mon avis, qu'il faut pas faire, bah, c'est partir direct dans le paramétrage et se lancer sans se préparer. L'idée, à mon avis, pour réussir un projet Odoo, c'est de construire un escalier où tu considères que tu as une zone d'inconnu au début et tout en montant cet escalier, tu vas essayer de réduire cette zone d'inconnu. Mais il faut accepter qu'au début du projet, tu sais pas encore ce que tu vas faire exactement. Donc tout l'enjeu déjà, ça va être d'évaluer petit à petit et d'améliorer cette évaluation au fil de l'eau du projet. Donc il y a une première étape qui est d'identifier un petit peu déjà la typologie de projet que tu as besoin de mettre en place pour déployer Odoo. Parce que la particularité avec Odoo, c'est que tu es capable de répondre à un utilisateur. C'est-à-dire que tu as une entreprise, elle a un utilisateur et Odoo répond. Comme tu peux répondre à des sociétés où on a 800, 1000 utilisateurs, voire plus. Ça paraît évident, mais on va pas utiliser le même outil pour servir la personne qui est toute seule et la société qui compte des milliers de salariés. Du coup, bah déjà la première phase, c'est ça, c'est d'essayer d'identifier la typologie de méthodologie qu'il va falloir mettre en place. Donc on parle de méthodologie en fait au pluriel, tu vois, pour nous. Ouais, mais c'est vrai. On sert pas de la même façon chaque type de client et tu vas avoir des projets où tu vas avoir besoin de faire des comités hebdomadaires,
avec, des rédactions de specs, de l'arbitrage, des revues de sprint, des revues de backlog et compagnie. Et puis tu en as d'autres où, tu vas beaucoup insister sur de la gestion du changement, de l'accompagnement utilisateur, de la formation. Ça ne veut pas dire que c'est contradictoire, hein, ça veut dire que dans certains cas, tu as des morceaux et pas d'autres. Et puis comme tu le disais, dans certains cas, on a aussi des organisations qui sont plus, petites et qui ont moins besoin de gestion du changement, mais qui, ont plus besoin peut-être d'accompagnement, sur la structuration, parce que, ils ont peut-être jamais vu de RP et ils viennent d'Excel. C'est pas un mal en soi, c'est juste que, Excel, c'est très souple et qu'un ERP, c'est beaucoup plus contraint et que quand on n'a pas l'habitude des contraintes de l'ERP, on peut facilement se laisser piéger à vouloir mettre trop de règles en disant: «C'est génial, je vais pouvoir tout contrôler, tout vérifier, tout empêcher, je vais empêcher toutes les erreurs dès le début, donc je vais mettre tous les champs obligatoires», des choses comme ça. Et tu te retrouves avec des usines à gaz, inutilisables, qui dégoûtent l'utilisateur parce qu'il a l'impression de rien pouvoir faire dans l'outil, quoi. Ouais, et alors il y a un paradoxe d'ailleurs dans ces méthodologies parce que, en fait, de prime abord, on pourrait penser qu'un très gros projet, c'est là où on va avoir de la complexité et du danger et du risque et cetera. Il y en a, bien sûr, mais moi, je pense que c'est surtout sur les petits projets où il y a le plus de risques, et pour une raison très simple, c'est qu'un petit projet, ça va être peut-être 50 heures, tu vois, d'accompagnement pour déployer, Odoo. Ce qui veut dire que, bah, en fait 50 heures, 10 de dépassement, c'est 5 heures, et 5 heures, ça passe très, très vite. Donc voilà, tu as une petite enveloppe de 50 heures et c'est normal, c'est les capacités, d'une petite entreprise. C'est déjà un effort pour elle, et si tu dépasses, 5 heures, ou si tu dépasses de 10 heures, c'est presque une journée et demie, et en fait, déjà tu es passé de 20 le budget du projet. Et pourtant, c'est si vite arrivé. Parce que il suffit d'une réunion où tu pas les bonnes personnes, où tu pas les bonnes informations. Le matin, l'après-midi, tu peux pas bosser, tu es coincé, tu commences à faire un truc de travers, tu es obligé de revoir ta copie et tu es rapidement à 1 ou 2 jours de perdu et comme tu disais, sur un projet où tu as 10 jours, si tu as déjà perdu 2 jours, c'est presque une cata, quoi. Ouais, le temps passe très vite, il faut faire très attention, et c'est important de bien évaluer aussi, les capacités, du client, à conduire ce type de projet, parce que en fait, ça va beaucoup dépendre de ça aussi. Moi, j'ai défini des critères, tu vois, pour savoir vers où on allait au début d'un projet, c'est-à-dire au début quand on discute, avec une entreprise, et en fait, il y a certains, critères, qui je pense sont négligés, hein, d'habitude, et qui peuvent paraître surprenants, mais notamment, c'est la compétence du client. Donc encore une fois, sur un gros projet, tu vas avoir une équipe, avec plusieurs personnes devant toi, un chef de projet client, des utilisateurs clés, des chefs de service, une DSI, tout ça avec des gens qui sont compétents, qui ont du temps, et donc du coup, qui vont pouvoir faire avancer un projet. Alors qu'à contrario, sur un petit projet de TPE, PME, bah, souvent ça va être, le gérant ou le directeur, financier, quand il y en a un, et bah, suivant, son niveau de compétence, en informatique, et son expérience sur le déploiement, logiciel, ça va avoir une incidence importante sur le projet. J'ai vécu des projets où, voilà, des gens qui étaient, très compétents en informatique, bah, ils étaient très vite autonomes, ils percutaient très vite, et donc du coup, tout va très vite et c'est super, et dans d'autres cas où, les gens c'est pas leur métier, ils ont pas cette compétence-là, et donc du coup, tu es obligé de tenir la main, ce qui est normal aussi, mais que ça prend beaucoup plus de temps. Tu vois? Et donc ça, c'est important. Il y a cet aspect, compétence, en fait, du client qu'il faut pas négliger, quoi, au début du projet. Parce qu'il y a d'autres critères, qui paraissent naturels, c'est-à-dire, voilà, le budget, le nombre d'utilisateurs, la volumétrie, en fait, des données, hein. Bien sûr, s'il y a des reprises de données à faire, bah, c'est sûr que c'est des choses qui vont consommer du temps. Et un autre truc, encore, par rapport au client, ça va être le niveau d'exigence du client. C'est-à-dire que si jamais tu as, un client qui dit: «OK, moi, je suis capable de m'adapter à Odoo, je vais modifier mon process pour ça, et donc je suis OK, pour, faire le standard Dodo», bah, c'est pareil, on va consommer moins de temps que si jamais le client est très exigeant, qui dit: «Moi, je fais comme ça, je veux que ça soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, j'ai pas le choix, je veux pas, ou je peux pas, m'adapter, au standard». Mais je ne ferai aucun arbitrage. Voilà, parce que en fait, je pense que pour les petits projets, le risque, c'est ça, c'est, si jamais, on a un client qui manque de budget et qui est pas autonome et qui est très exigeant sur ce qu'il attend, bah, en fait, c'est tous les ingrédients pour, avoir, un dépassement, en fait. Ouais. Ce que j'ai souvent remarqué, alors c'est dans tous les projets, mais c'est évidemment encore plus dans les petits, c'est que les gens, les clients, ceux qui ne sont pas habitués, aux projets informatiques, ont très souvent tendance à, prendre les choses comme des évidences et à penser que ce qu'ils savent est une évidence. Ils n'ont pas besoin de te l'expliquer
que les mots qu'ils utilisent n'ont qu'un seul sens et que tu vas forcément les comprendre. Et en fait, moi, j'ai tendance à commencer tous mes projets systématiquement en disant: «Il y a zéro évidence. Vous devez me parler comme un enfant de 5 ans et vous devez m'expliquer tous les mots un par un et moi, je vais vous poser des questions qui vous paraîtront bêtes, mais je vais vous les poser quand même et je vais m'obliger à vous poser des questions systématiquement, y compris sur le vocabulaire, y compris sur des mots que je crois connaître». Parce que j'ai eu une fois un client, on a débarqué, on a fait une réunion, c'était un assez grand groupe, la directrice générale, m'explique son truc, voilà, et vers le milieu, je lui dis: «Mais, vous me parlez des IMO, les IMO, mais c'est quoi les IMO?» Et là, tu vois, la cliente, elle me regarde, puis elle rigole, quoi, tu vois? Elle a un sourire, genre, «Bah, comment ça, les IMO, vous connaissez pas les IMO?» Je dis: «Bah, pour moi, les IMO, c'est les immobilisations corporelles ou incorporelles, c'est les biens de la société, c'est ce qui permet de produire», voilà, tu vois? Je commence à lui sortir, finalement, la ce que j'en connais de la compta, quoi, c'est logique. Elle me dit: «Mais non, mais pas du tout, les IMO, nous, c'est ci, ça, machin». Et en fait, bah, c'est ça le problème, c'est que si tu oses pas parler parce que tu penses que tu as compris ou que, bon, si tu te raccroches à un mot parce qu'en fait ce mot tu le connais plus ou moins, mais dans un autre contexte, tu peux te laisser embarquer et finalement louper des gros morceaux et eux, en fait, l'utilisateur final, lui, il croit que tu as compris. C'est normal puisque lui, c'est son métier, il le fait tous les jours et là, tu t'embarques dans des difficultés majeures, quoi. Oui, bah, c'est ça. Donc d'où l'importance de la phase d'analyse et en effet, moi j'ai eu le même cas, hein, on parlait d'opérations et en fait pour nous c'est des opportunités. C'est pas, voilà, tout à fait la même chose, et il y en a qui sont beaucoup attachés à ces mots et d'ailleurs, ça, c'est fait partie des personnalisations qu'il faut pas hésiter à faire dans le système, c'est, justement, faire un peu de wording pour que l'utilisateur final il s'y retrouve. En tout cas, voilà, pour revenir sur, la méthodologie, donc déjà la première chose, c'est savoir est-ce que le client, il est en capacité sur un petit projet, de suivre l'accompagnement, light. Donc il y aura pas de chef de projet, il y aura un consultant qui va l'aider et en fait, ça va être un transfert de compétences. Donc ça, c'est une première méthodologie. Il y a pas le choix. Si jamais tu as 50 heures, pour déployer un ERP ou 100 heures disons, ce qui est, quand même très faible, tu peux pas mettre en place, un chef de projet, un consultant fonctionnel, un directeur technique, tu vois? En général, tu vas plutôt proposer un consultant qui va être là pour accompagner, pour tenir la main de l'utilisateur et d'ailleurs, c'est, ce que fait le service direct de Odoo. C'est-à-dire, ils vendent des pacteurs pour accompagner donc les TPE et eux, en fait, ils identifient ça sur les moins de 5 utilisateurs. C'est-à-dire que chez Odoo, eux, ils disent: «OK, moins de 5 utilisateurs, c'est un pack d'heures de 50, 100, maximum 200 heures. Au-delà de ça, après, c'est un autre projet, quoi». Alors la différence, elle est pas aussi évidente. Pour définir justement, la méthodologie qu'il va falloir appliquer sur un projet, bah, en fait, juste le nombre d'utilisateurs, ça va pas suffire. Il faut identifier le nombre d'utilisateurs, c'est important, mais le niveau d'exigence du client, c'est important parce que ça se trouve, il veut du développement spécifique et donc là, c'est une autre dimension. Le budget, nous, voilà, chez Orbit, moi, je parle d'argent tout de suite dès le premier rendez-vous parce que, en fait, c'est hyper important. Essayer de prouver que la solution, fait le café, et puis à la fin dire que la tasse de café, elle coûte, 100 000 €, bah, tout le monde perd du temps, ça sert à rien. C'est pas tabou, il faut parler budget et donc l'idée, c'est plutôt de construire un budget avec le client. Le nom d'utilisateur, est-ce qu'il y a des API aussi? Ça consomme beaucoup de temps souvent, hein, il y a des choses qui peuvent paraître faciles, mais c'est en réalité, rarement facile. Prochain épisode sur les API d'ailleurs, tu vois, on en parlera. Ouais, ça c'est clair, il faut qu'on le fasse celui-là. Volumétrie de données, D'ailleurs, je reviens juste API, c'est API entrante, API sortante, quoi. Parce que tu as beaucoup d'API qui sont entrantes. On va consommer une API parce qu'on a besoin de se connecter à la banque ou je sais pas quoi. Et tu as à l'inverse, tu as aussi beaucoup d'API sortantes où tu dois aller pusher de la donnée quelque part. Et c'est 2 types, tout aussi compliqués l'un que l'autre, mais 2 types très différents d'API. et il y a les bidirectionnels, synchronisation, c'est encore autre chose. Encore pire. Qu'est-ce que je disais? Oui, volumétrie de données, surtout sur la reprise de données. Ça, c'est quelque chose, qui peut consommer beaucoup de temps, aussi. Et donc là, on en vient, à ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, pour réussir un projet, Odoo et maîtriser le budget qu'on s'est donné au début et le temps qu'on s'est donné, les dates, de mise en prod, c'est qu'il faut être en capacité de sacrifier quelque chose. Moi, je vois pas d'autre solution que, celle d'être en capacité de sacrifier quelque chose pendant le projet pour pouvoir, faire avancer les choses quand il y a de l'imprévu. Parce que ça, c'est pareil, il faut se le dire, l'imprévu, ça peut se prévoir, mais par contre, ça existe. Tout, ne roule jamais, comme prévu. Il y a toujours quelque chose qui prend plus de temps, il va y avoir une difficulté technique, il va y avoir une absence, il va y avoir quelque chose qui va, ralentir le projet et donc pour ça, en fait, il y a une solution qui peut être de rajouter du budget, rajouter du temps, rajouter, des équipes et cetera. En général, moi, de ce que j'ai vu, c'est que ça, désorganise le projet et
C'est pareil, il y a un dicton qui dit, pour faire un œuf dur, il faut 10 minutes. Tu peux mettre 2 cuisiniers, 3 cuisiniers, 4 cuisiniers, autant de cuisiniers que tu veux, il faudra toujours 10 minutes pour, cuire un œuf. Donc il y a des temps qui sont incompressibles et tu pourras pas gagner du temps, ou de l'argent, en rajoutant des ressources. Donc la clé du succès, je pense, d'un projet, c'est d'identifier au début du projet bien, les choses qu'on est, en capacité, de sacrifier. Et quand je dis sacrifier, c'est un terme hyper, violent, mais en fait, c'est juste de dire: «Bon, voilà, il y a quelque chose, on n'a pas réussi à faire, on le met de côté et une fois qu'on aura respecté la date de livraison, la date de mise en prod finale, bah, on verra si on souhaite continuer, qu'est-ce qu'on souhaite faire de ça», tu vois? Ouais, j'aime bien, ça. D'ailleurs, ça se résume un peu par le fait de déclarer un MVP, c'est-à-dire, le minimum viable product. C'est-à-dire dire, voilà, on se met d'accord sur quel est l'espèce de squelette minimum qui représente notre application et au début, on fait en sorte de ne faire que le MVP et rien d'autre. C'est un sacrifice. Et une fois que tu as le MVP, alors tu rajoutes de la fonctionnalité. Mais tu commences pas à essayer de rajouter de la fonctionnalité tant que tu as pas déjà ton MVP, sinon ça veut dire que tu es en train de t'étaler, comme tu disais, et donc de rallonger ton projet. Il y a cette phase d'analyse. Alors, donc là, on est déjà sur des projets un peu plus conséquents. On va dire que, les petits projets, bah, il faut admettre que, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et donc, du coup, il va y avoir, des critères, qui dépendent, surtout, de la capacité du client à être autonome pour réussir un petit projet de 50 heures ou 100 heures. Pour les projets, où il y a plus d'espace, on va démarrer par une analyse où on va vraiment inventorier, tous les besoins, utilisateurs et on va les noter. On va dire: «Est-ce que c'est du MVP? Est-ce que, MVP, il faudrait dire puisque c'est de l'anglais Donc en fait, c'est la méthode ACA: analyse, chiffrage, arbitrage. et même faire des notations. C'est-à-dire, tu vois, tu dis, de 0 à 4, voilà, est-ce que 0 ça veut dire qu'on n'en a pas besoin? Est-ce que 1 c'est, on en a besoin mais c'est du confort, total? 2 c'est, ouais, on gagnerait du temps et puis, 3 c'est, vraiment on gagnerait beaucoup de temps, beaucoup d'argent et puis, 4 c'est, obligatoire. Si on l'a pas, la boîte elle tourne pas, quoi et donc du coup, quand tu as fait, cette phase d'analyse et que tu as une centaine de lignes, des fois plus, 100, 200, 300 et que chaque ligne, tu as une réponse en est-ce que c'est du standard? Est-ce que c'est, de la custom studio? Est-ce que c'est du développement spécifique? Quelle est donc du coup cette note que tu mets en face et quel est le coût aussi de temps? Bah, du coup, tu as un vrai outil d'arbitrage. C'est-à-dire que là, tu dis: «OK, bon, on était parti sur un projet à 50 000 €, on se rend compte à la fin de l'analyse que, finalement, c'est plutôt 75 000. Qu'est-ce qu'on veut faire?» La personne qui décide dans l'entreprise, elle a un outil à la fin de cette analyse qui va lui permettre d'ajuster le projet par rapport, à son budget. Et moi, je pense qu'en fait, des tâches, entre guillemets, pas importantes, pas urgentes, bah, il faut en mettre parce que c'est ça que tu vas pouvoir sacrifier facilement, tu vois? Là, il va pouvoir te faire des retours, ça va permettre d'affiner ta compréhension et de bien réajuster au fur et à mesure en comprenant ce qui était vraiment essentiel et ce qui ne l'était pas. On revient au point de départ, de tout à l'heure, hein. Souvent l'utilisateur, il t'a expliqué les problèmes les plus compliqués ou les choses qui l'embêtent aujourd'hui dans le système actuellement parce que ça marche pas bien, ou les exceptions. Mais par contre, ce qui marche bien et qui est le cœur de son business, il a tendance à l'oublier souvent et il te le dit pas parce que c'est une évidence absolue pour lui. Et des fois, tu te retrouves, à un quart de ton projet, à avoir fait toutes les exceptions, tu présentes le truc et le mec te dit: «Mais attends, là, c'est bien, là, j'ai tous les cas spéciaux, mais 80 de mon business, c'est pas ça». Et c'est comme tu dis, le fait de faire des cycles assez courts et de montrer régulièrement pour que la personne puisse se projeter dans l'outil et vérifier qu'effectivement ça correspond à ses attentes, ça te permet, toi, en tant qu'intégrateur, d'avoir le comment on dit? Une boucle de feedback la plus courte possible et donc de réalimenter tes devs dans la bonne direction au fur et à mesure. C'est le pilotage, c'est quand même l'essence du agile, en fait, hein. À la base, le agile, c'est ça. C'est pas la grand-messe avec, je fais des sprints et je fais des code review et je sais pas quoi. Tout ça, c'est un peu c'est le flonflon, c'est le folklore qui a été rajouté pour te vendre la sauce agile. Mais en vrai, le agile, c'est principalement, faire des boucles rapides avec ton client pour t'adapter au plus vite, à son besoin, hein. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous.
Ensuite, il y a, autre chose qui peut arriver sur les projets, on l'a vu, récemment, c'est, l'intégrateur, il dit: «Pas de problème, j'ai tout compris», il part dans sa cave, il mouline et puis il dit: «Quand c'est prêt, je vous montre, c'est OK». En fait, sur du développement from scratch, ça pourrait marcher. C'est-à-dire que tu as une étape de cahier des charges où, tu écris tout ce que tu veux et puis, il y a une phase de production et après on dit: «Bah, vas-y, c'est la recette, et on teste tout et on livre». Pour moi, avec Odoo, ça marche pas. Pour moi, avec Odoo, on est obligé de partir sur des cycles qu'on peut appeler sprint si jamais on veut faire, à la mode agile. Moi, je m'inspire de la méthode agile, mais je la suis pas avec, exactitude, hein, donc on parle plutôt de cycle et donc l'idée, c'est d'avoir un rythme avec, des cycles où tu vas avoir, une phase de préparation du cycle, une phase de production, une phase de livraison, qui vont être des cycles assez courts, tu vois? Des cycles de 3 semaines, 5 semaines, 6 semaines et donc du coup, tu vas avoir des livraisons régulières et donc le client, il va t'impliquer, il va pouvoir, tester au fil de l'eau, les différents, champs fonctionnels qui ont été mis en place et il va pouvoir aussi adapter pendant le projet, finalement, sa vision globale. Mais d'autant plus si effectivement, si tu leur as pas du tout montré l'outil et que tu les as laissés imaginer ce qu'ils aimeraient, ils ont aucun repère, c'est pas de leur faute et c'est à toi de leur montrer, d'autant plus si ils ont déjà une bonne attitude parce que la plupart des clients, ils ont une bonne attitude. Ils te disent: «On va essayer de s'adapter à l'outil, montrez-nous ce que ça fait et on arbitrera pour faire le moins de dev spécifique possible». Quand tu as un client qui a cette démarche-là qui est la bonne, c'est à toi de l'aider, pour qu'il comprenne bien comment justement, faire les bons choix. Ouais, c'est ça. La différence que l'agilité, l'idée, c'est, de fonctionner avec des itérations, où, tu essayes de dire: «Bon, bah, ça marche pas, j'améliore, ça marche pas, j'améliore», tu vois? Alors que là, on est quand même sur des cycles où, à la fin d'un cycle, tu dis: «Ça, c'est bon, c'est livré, on n'en parle plus», quoi. Ce que tu disais, donc je suis d'accord avec toi. Justement, c'est pour ça qu'encore une fois, une des phases les plus importantes, c'est la phase d'analyse et d'ailleurs, il y a un truc dont on n'a pas parlé, par rapport à cette phase-là, c'est qu'il faut former aussi le client sur le standard Odoo, dès le début. De cette façon-là, tu as des interlocuteurs qui connaissent les capacités et les limites du logiciel et qui vont pas faire des demandes, qui sont, stratosphériques, complètement hors sol, ce qui peut arriver, si jamais les gens, ils connaissent pas l'outil. Mais d'autant plus si effectivement, si tu leur as pas du tout montré l'outil et que tu les as laissés imaginer ce qu'ils aimeraient, ils ont aucun repère, c'est pas de leur faute et c'est à toi de leur montrer, d'autant plus si ils ont déjà une bonne attitude parce que la plupart des clients, ils ont une bonne attitude. Ils te disent: «On va essayer de s'adapter à l'outil, montrez-nous ce que ça fait et on arbitrera pour faire le moins de dev spécifique possible». Quand tu as un client qui a cette démarche-là qui est la bonne, c'est à toi de l'aider, pour qu'il comprenne bien comment justement faire les bons choix. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un aspect psychologique aussi, qui compte. J'ai un client qui m'a dit un jour, «Grand espoir, grande déception». Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est que si jamais, tu arrives et tu dis: «Ouais, on va vous faire un truc, génialissime, on va résoudre tous vos problèmes, votre femme, elle vous a quitté, elle va revenir», tu vois? Bon, vraiment, là, en fait, tu génères un espoir qui est énorme et donc du coup, si jamais tu réalises pas, cet espoir, bah, tu vas créer des grosses déceptions. Donc là, pareil, pour éviter, d'avoir, des montagnes russes, de déception de cette façon-là, bah, il faut aussi, en fait, il faut pas envoyer du rêve, même si tu es capable, parce que des fois tu fais des démos où tu peux vraiment, engager le client qui va penser que c'est facile. D'ailleurs, il y a un piège aussi avec la démo quand on est expert, c'est qu'on montre que l'outil fonctionne bien, c'est une bonne chose, mais des fois on donne l'impression au client que c'est facile. On donne l'impression au client que tout est déjà là et que finalement il y a rien à faire. Voilà, Alors que c'est totalement faux, c'est une façade, c'est juste une façade, mais il y a rien derrière. voilà, donc la démonstration, c'est quelque chose qui est fait par quelqu'un qui connaît très bien la solution, qui est fait sur un environnement qui est pas de la prod, qui prend pas en compte les spécificités du client, forcément ou un peu quand on fait des levées de doute. J'ai déjà eu le cas où, tu dis: «Bah, voilà, la démo, le mec il est mais emballé» et après tu dis: «Bah, voilà, là je pense qu'il y en a pour 100 jours» et là le mec il comprend pas quoi. Il dit: «Non, bah, là, ça a l'air, très simple, pourquoi il faut 100 jours?» Alors du coup, l'évaluation, parce que ça c'est pareil, donc la méthodologie,
C'est bien hein, de faire des cycles, etc. Je pense que c'est la seule chose qui permet de faire avancer un projet correctement. Mais en fait, comme on a dit qu'il y avait de l'inconnu, et pourquoi il y a de l'inconnu? Parce qu'en fait, on peut pas tout écrire à l'avance, parce que on a un client qui a des besoins qu'il connaît pas en entier et qui doivent être adaptés à une solution qui est déjà existante. Donc encore une fois, je pense que si jamais, tu veux faire un logiciel à partir d'une feuille blanche où tu écris un cahier des charges, quelque part, c'est peut-être presque plus facile d'estimer le temps qu'il faut que, si jamais, tu as des phases d'arbitrage au cours du projet, d'adaptation et cetera, qui sont nécessaires quand tu as un outil qui est déjà existant et qui est, aussi large et complet que Odoo. Donc les méthodes, bah, en fait, l'idée c'est, moi je sais pas estimer quelque chose, au-delà d'une journée. Je pense que quand on a une tâche qui fait plus d'une journée, bah, on va générer, de l'erreur, tu vois? Parce que si jamais tu mets une tâche, tu dis: «Bah, voilà, ça il faut 10 jours», bah, en fait, si jamais tu te dis, tu as 30 de marge d'erreur ou un truc comme ça, bah, en fait, là, tu prends 3 jours tout de suite, alors que si jamais tu estimes, des tâches inférieures à un jour, bah, c'est pareil en fait, même si ton pourcentage de marge d'erreur, c'est le même, mais comme il va s'équilibrer un petit peu sur tout le projet, bah, en fait, tu vas avoir moins de marge d'erreur au final. Ouais, plus tu estimes sur des gros volumes et plus tes marges d'erreur sont grosses puisqu'effectivement tu as moins de détails. Le truc, c'est que d'estimer sur le tout petit détail, c'est un exercice qui est plus long, qui est plus coûteux. Mais je suis d'accord avec toi, en général, même un chiffrage de premier abord, j'ai tendance à le faire tout de suite au minimum à la demi-journée et pas au-dessus, quoi. Même pour toi, en fait, c'est pas sain d'avoir un bloc comme ça marqué 10 jours sans savoir vraiment pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, c'est pour ça. Au début, bah, en fait, tu estimes à la louche. Ensuite, tu fais une analyse qui va te permettre déjà de bien dégrossir, hein, tu vois? À la fin de l'analyse, tu vas avoir quelque chose déjà avec, un indice de confiance, de meilleure qualité et ensuite, bah, en fait, ça va être, lors de l'organisation des cycles où là, en fait, ton indice de confiance, il va augmenter et tu vas te réduire encore, cette marge d'erreur et réduire, le risque de dépassement. J'ai vécu des clients comme ça qui c'était pas avec Odoo, hein, c'était sur du Oracle Business, bon, bah, OK, 10 000 000 pour faire le pilote. Une fois qu'on a fait le pilote, on sait si ça marche et après on fait les déploiements. OK, d'accord. C'est une façon de voir les choses. Bah, remarque, on l'a vécu il y a pas si longtemps parce qu'il y a un client qui nous a interrogés pour une phase d'analyse. Je crois que c'était 80 jours déjà, hein, sur, juste la phase d'analyse donc après bon, tout dépend des projets. Ouais, après une phase d'analyse, elle peut être longue et ça me choque pas. Quand tu as un sujet qui est complexe, c'est clair qu'il vaut mieux une bonne phase d'analyse bien avancée avant de commencer à essayer de développer ou de paramétrer, comme tu disais, parce que finalement, paramétrer ou coder tout de suite, c'est prendre vraiment le risque de s'orienter au mauvais endroit et de pas avoir tout vu. Et la partie analyse, c'est la partie où on discute, où on arbitre, où on se rend compte les uns les autres que, OK, avant j'avais ça, mais en fait, c'était pas forcément exactement ce que j'aurais voulu et finalement là, on peut faire mieux. Enfin, tu vois, il y a plein d'évolutions qui ont lieu au cours de cette discussion-là, qui font qu'à mon sens, la phase d'analyse, elle est vraiment indispensable. C'est ce que tu disais au début, c'est il est urgent de ne pas se presser, quoi. Parce qu'en fait, aller trop vite, c'est trop vite entériner, un choix qui est peut-être pas le bon tout de suite et parfois être un peu plus patient, ça vaut plus le coup, quoi. Voilà, donc phase d'analyse, de toute façon, même pour les tout petits clients, c'est nécessaire. Faut pas partir sur, formation, paramétrage, tout de suite. Pour les projets justement qui sont un peu gros, quand, tu es dans des groupes où il y a plusieurs sociétés, plusieurs, périmètres, fonctionnels et cetera, à la fin de cette analyse, tu vas pouvoir mettre en place aussi des stratégies de déploiement. Le client, il va avoir des contraintes. Par exemple, il peut avoir un logiciel, sur lequel il était engagé pendant 4 ans et qui arrive au bout et si jamais, avant le 31 décembre, on déploie pas cette partie-là, bah, en fait, il va être obligé de re-signer et donc ça l'embête. Il y a des fois, c'est trop gros, juste. C'est-à-dire que quand tu as 1 000 utilisateurs, bah, moi, je déconseille de faire le big bang, hein, c'est-à-dire, tu dis: «Ah bah, tiens, on change tout du jour au lendemain». Parce que là, si jamais, ça marche pas, tu te retrouves avec, 1 000 utilisateurs, au support, qui sortent les grenades, les bazookas. C'est clair. Après, à l'inverse, moi, je déconseille aussi très fortement, une pratique qui était répandue il y a quelques années, que je vois beaucoup moins maintenant, mais ce qu'on appelle le parallel run. Ce qui consistait à dire: «On va démarrer le système, mais on laisse l'autre système tourner à côté. Les opérateurs feront, la double saisie des 2 côtés et on va comparer que les chiffres sont les mêmes exactement». Et en fait, ça marche jamais. Les chiffres sont jamais les mêmes exactement, parce que tu n'as jamais paramétré exactement, parfaitement isopérimètre, ça existe pas l'isopérimètre et ça ne sert à rien d'essayer de les comparer. Moi, j'ai vu des projets comme ça, s'embourber. Alors une fois de plus, c'était pas sur du Odoo, c'était sur du Sun System à l'époque, mais des projets s'embourber pendant plusieurs mois parce que les gars, ils essayaient de vérifier au centime près que toutes les factures étaient exactement les mêmes, qu'on facturait la même chose, machin et en fait,
qu'est-ce qu'on en avait à en faire? C'est-à-dire, en vrai, ce qui compte, c'est que ton résultat, ta marge, elle soit préservée, que ça fonctionne et que tu arrives à facturer et pas que ça soit au centime près exactement pareil partout sur tous les articles, quoi. Et tu te justifies de ne jamais changer et tu dépenses ton argent pour rien. Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais. Des fois, ça nécessite un peu de courage, hein, d'appuyer sur le bouton mise en prod. Moi, j'étais sur un projet où, il y avait, une vingtaine de sociétés, 700 utilisateurs sur un périmètre assez large. Donc nous, on avait fait le choix, de faire, société par société, tu vois? On a pris, le DG de la société qui était le plus sympa, le plus engageant, qui savait qu'il allait essuyer plâtre et cetera. Et j'étais consultant à l'époque. À un moment donné, c'est le client, il a dit: «Bon allez, on y va». Et j'étais content que ça soit lui qui dise, «On y va», parce que, moi, j'avais pas le courage, tu vois? Je me suis dit: «Bon, alors là, si ça pète, on va en prendre, plein la gueule encore». Et donc bon, c'est passé et puis après on a fait, de société en société. Donc là, on avait, une stratégie de déploiement. On s'était basé sur un ETL qui permettait de mettre à jour, en fait, les données, par rapport à l'ancien système, à chaque fois qu'on déployait, une nouvelle entité. Et donc voilà, parce que ça, c'est un déploiement qui a dû durer 3 mois parce qu'il y a une formation des équipes, qui était, réalisée, pendant ce déploiement. Donc de toute façon, d'un point de vue logistique, ça n'aurait, jamais pu, être faisable de faire, tout le monde d'un coup, ça c'est sûr. Si jamais le système il est pas nickel de chez propre, il faut pas engager, les end users dessus, parce que, voilà, les end users, il leur faut un système nickel. Et si jamais tu commences à balancer des formations et que tu as des bugs qui pètent à droite à gauche, ben, là, les gens, bah, ils prennent peur en fait, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça, c'est vraiment une règle d'or du projet. C'est que tu peux te permettre beaucoup de choses avec des utilisateurs, clés, avec ceux, qui participent au comité et à la conception de l'outil. Tu peux leur faire peur, tu peux leur montrer l'outil pas fini, tu peux leur, entre guillemets, «leur faire visiter le chantier» alors que, il y a encore des murs avec des grues, et des bâches un peu partout. Par contre, je pense vraiment que l'utilisateur final, tu ne dois pas l'amener au milieu du chantier parce que lui, obligatoirement, il va arriver, il va te dire, «Attendez, le mur de la salle de bain, il est pas rose» et il va retenir que ça. Il va voir le trou béant, derrière le mur, il va voir, les fils électriques qui se baladent et il va pas être capable de se projeter et tu vas le perdre et si tu fais ça, tu perds l'adhésion à ton projet et après les gens, c'est fini, tu les récupères pas. Ça, c'est une constante du projet. Si tu commences à faire peur à tes utilisateurs finaux, que ça vacille un peu au niveau de la confiance, après c'est très, très, très difficile de récupérer. Il y aurait encore, beaucoup de choses, à dire, hein, sur ce qu'on a pu vivre, sur les projets, comment mener un projet et cetera. Pour conclure, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est vraiment analyser avant de s'engager. Le client, il va engager, un budget pour l'analyse, mais ça va être nécessaire de faire ça. 2, bah, voilà, avoir, une méthodologie, avec des mises en production, régulières. Être en capacité de faire des sacrifices pour le bien du projet. Parce que si jamais on commence à bousculer les cycles et cetera, après, c'est l'enfer. Et puis, en effet, faire attention aux utilisateurs, savoir, bien les écouter, bien identifier les personnes avec qui il faut passer du temps, hein. Il y a des personnes parfois qui peuvent avoir un impact négatif, sans vouloir, faire de mal, mais qui peuvent faire du mal au projet. Donc il faut bien les identifier pour désamorcer donc, des situations qui pourraient être complexes. Et puis après voilà, donc, de la formation, Ouais, en conclusion, moi, je reviendrai juste, sur ce que tu as dit et c'est exactement ça. Je vais juste le préciser un petit peu. Je pense que nous, en tant qu'intégrateur, un point hyper important, c'est d'être capable d'exiger et d'obtenir de la part du client, d'avoir dans les instances de direction, quelqu'un qui est le porteur du projet et qui s'engage à venir relativement régulièrement aux réunions, à les écouter et à trancher et à accepter de trancher. Et ça paraît bête de le dire, mais j'ai vu quand même beaucoup de cas où on se retrouvait avec un porteur de projet qui signait, qui disait oui, et puis après qui disparaissait, qui laissait ses équipes toutes seules. Et en fait, les équipes étaient en incapacité de trancher parce que c'était pas elles qui décidaient. Et après, il fallait embêter le patron qui était pas content parce qu'il avait autre chose à faire. Et ça marche pas. Tu es le patron d'une boîte, c'est toi qui lances un projet ERP, c'est quand même important. Quel que soit le budget, ça reste important pour ta société. Il faut que tu sois capable de trancher, il faut que tu viennes aux réunions et il faut que tu participes, aux décisions. Pour moi, c'est la petite conclusion, quoi. ah là, je suis d'accord. Si jamais on a affaire à un grand groupe, on va pas appeler le PDG, mais en tout cas, il nous faut quelqu'un qui ait le pouvoir de décision, et qui soit en capacité de trancher, quel que soit son niveau. En tout cas, il faut du pouvoir. Bon, on parle de quoi la prochaine fois? C'est même pas ce qu'on a dit. API, je crois, non? C'est pas ça qu'on avait API. ça me paraît bien. C'est un beau sujet ça, les API. Puis en plus, c'est ça, c'est qu'on a encore des points de vue complètement, différents. Mais non, tu vas voir.
Je suis sûr qu'on sera d'accord. Super. Bon, Florent, merci. Merci à toi, Franck. C'était encore un bel épisode. C'est chouette. À bientôt. Allez, salut. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet, sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.